Isabelle Saint-Mézard, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Bonjour, alors je suis Isabelle Saint-Mézard et je suis enseignant-chercheur à l'Institut français de géopolitique à l'université Paris 8 et par ailleurs je suis chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Je travaille pour l'Asie du Sud. Et vous venez de publier récemment au PUF une géopolitique de l'Indo-Pacifique. Alors, c'est un terme, l'Indo-Pacifique, qu'on voit de plus en plus fleurir dans les médias, mais aussi dans la production académique. Alors, ma question est assez simple et assez introductive. Pourquoi est-ce qu'on a décidé depuis quelques années de rassembler deux ensembles géographiques à ce point gigantesques que sont l'océan Indien et l'océan Pacifique? Alors vous dites à fort juste titre qu'il s'agit d'un ensemble gigantesque. L'océan Pacifique d'une part, l'océan Indien d'autre part, c'était en soi gigantesque, mais il se trouve qu'avec ce concept d'Indo-Pacifique, on crée quelque chose d'encore plus gigantesque. Ce qui effectivement est surprenant, pose d'ailleurs la question de la rationalité, de la cohérence d'une telle démarche. Pourquoi? Alors, pour l'expliquer simplement, et c'est pas si facile que ça, disons que on va quand même peut-être partir d'un point de vue historique. Le terme même d'Indo-Pacifique, il n'est pas si récent que sa popularité que l'on voit là dans les débats universitaires et d'expertise et même médiatiques. Le terme d'Indo-Pacifique, on en trouve les premières traces au milieu du 19e siècle, sous la plume d'un certain James Richardson Logan, qui était un Britannique basé à Singapour et qui a fait des écrits d'ordre ethnographique et puis qui parle à un moment d'Indo-Pacifique, en l'occurrence pour désigner un ensemble d'îles et de langues regroupant la Mélanésie, l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien. Bon, donc ça a une certaine ancienneté du strict point de vue terminologique. On le retrouve ce terme dans les années 20-30, 1920-1930, dans la géopolitique allemande, en particulier avec quelqu'un qui est assez connu, pas toujours en bien, mais Karl Hochhofer, qui lui aussi va parler d'un espace indo-pacifique plus centré sur ce qu'il appelle, et là je le mets entre guillemets, les grands empires culturels de l'Inde et de la Chine. Mais c'est vrai que ce terme reste jusqu'à récemment très confidentiel, si ce n'est un domaine en particulier qui est celui de la climatologie et de la biologie marine, qui lui emploie couramment le terme d'Indo-Pacifique, donc à cette vision déjà d'un continuum entre océan Indien et Pacifique, parce que cela répondrait, semble-t-il, à des réalités climatologiques ou en tout cas en termes de suivi de certaines espèces marines, j'imagine, mais je m'aventure déjà dans quelque chose que je ne connais pas. Pour revenir à des choses qui me sont plus familières, donc le domaine géopolitique et stratégique, relations internationales, comme vous l'avez dit, ce terme d'Indo-Pacifique, finalement, il réapparaît et il se popularise depuis, on va dire, la deuxième moitié des années 2000, et en Europe, c'est vraiment depuis la fin des années 2010. Pourquoi, comment? Alors, d'abord, comment? Parce qu'il est poussé véritablement par deux types d'acteurs différents mais liés entre eux, à savoir les communautés d'experts, ce qu'on appelle les think tankers, et surtout ceux qui sont en Australie, en Inde et aux États-Unis. Et puis, liés à ces experts, il y a certains dirigeants très influents. Et le plus influent, le plus, je dirais, celui qui a le plus marqué l'histoire de ce terme, c'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui n'a pas tout de suite utilisé le terme Indo-Pacifique, mais qui a considérablement promu
l'idée qu'il fallait concevoir les océans Indien et Pacifique comme une seule entité. Voilà. Et pourquoi? Qui était quand même votre question initiale. Alors, si on regarde les discours et les arguments de ces experts, voire de ces dirigeants qui ont promu le concept d'Indo-Pacifique, il y a deux arguments principaux. Le premier, c'est que c'est un raisonnement en termes d'interdépendance économique. C'est l'idée selon laquelle les océans Indiens et Pacifiques seraient de plus en plus interconnectés sous l'effet des flux maritimes intenses liés au transport de marchandises et au transport d'hydrocarbures entre la région du Golfe Persique, mais grosso modo Proche-Moyen-Orient, l'Asie du Sud et puis le Pacifique occidental, et tout cela créerait en fait des flux maritimes absolument intenses qui feraient que ça serait désormais malvenu de considérer l'océan Indien comme un théâtre à part entière et l'océan Pacifique ou Pacifique occidental comme un théâtre distinct, qu'il faudrait au contraire concevoir un long continuum maritime. Donc vraiment cette idée d'une entité unique, gigantesque certes, mais reproduisant les couloirs de navigation, plus en cohérence avec les couloirs de navigation et le flux maritime. Ça c'est le premier argument, donc qui est plutôt de type économique. Le deuxième argument est plus stratégique et touche vraisemblablement, en tout cas à mon sens, beaucoup plus au cœur du sujet et la réalité du pourquoi de l'emploi de l'Indo-Pacifique, c'est que il faut quand même, on est dans une région où il y a des rivalités de puissance de plus en plus, on pourrait presque dire brutales. Alors, entre la Chine et les États-Unis, bien évidemment, mais pas seulement. Et puis, il y a un troisième acteur qui est l'Inde, qui est une puissance montante de plus en plus influente. Et la Chine et l'Inde sont elles-mêmes dans une rivalité dure. Et les Indiens sont quand même devenus assez proches des États-Unis. Donc, ne serait-ce que pour prendre en compte ces trois puissances, sans compter le Japon et l'Australie et l'Indonésie et bien d'autres encore, eh bien, il faut désormais un cadre d'analyse élargie. Voilà. Et à nouveau, on ne peut plus considérer l'Inde dans l'océan Indien ou en Asie du Sud, il faut considérer l'Inde en Asie-Pacifique, il faut considérer la Chine en Asie-Pacifique, il faut considérer la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique. Voilà. Alors, par rapport aux approches classiques, notamment géopolitiques, qui ont tendance à découper le monde en grands ensembles continentaux, quand vous parlez de la géopolitique de l'Indo-Pacifique, vous vous appuyez, vous considérez des espaces maritimes. Vous, pour la géopoliticienne que vous êtes, pour la chercheuse que vous êtes, en quoi est-ce que le fait de considérer des espaces maritimes et non terrestres constitue... Alors, est-ce que c'est différent, finalement? Et si oui, en quoi est-ce que cette modification dans les approches et dans l'objet d'analyse modifie votre regard et votre capacité, justement, à comprendre les dynamiques qui s'y jouent? Alors, vous avez parfaitement raison de dire que l'Indo-Pacifique est un concept maritime. Oui, c'est vraiment, foncièrement, un concept maritime et c'est une vision des choses qui conduit du reste à beaucoup travailler sur, aussi bien pour les acteurs parties prenantes que pour les analystes, à mettre en avant les questions de sécurité maritime, de liberté de navigation, voire, et ça c'est très intéressant, de gouvernance des océans, et dans, j'ai envie de dire, le meilleur des cas, même de protection de la biodiversité marine et de protection de cette biodiversité. Alors là encore, si on tire l'analyse vers le stratégique, cette vision de l'Indo-Pacifique, aussi bien pour les acteurs parties prenantes, les États, que pour l'analyste, ça implique un fort tropisme sur des espaces maritimes qui sont sujets à de très fortes tensions, donc typiquement mer de Chine du Sud, mer de Chine de l'Est, détroit de Taïwan.
Euh, c'est vrai que ce concept d'Indo-Pacifique pose problème, ou du moins pose un risque. Il pose ce risque, encore une fois, aussi bien pour les États qui en sont partie prenante que pour l'analyste. Parce que avoir ce très fort tropisme maritime, il pourrait faire perdre de vue, voire même couper la compréhension des dynamiques stratégiques générales, couper l'analyse et la compréhension de ce qui se passe sur l'espace continental asiatique. Or, il y a quand même un exemple où on voit la limite de cette vision maritime, c'est l'exemple indien, alors, qui m'est en plus particulièrement familier par ma propre spécialisation, ça tombe bien. Mais dans le cas indien, on voit vraiment le problème du hiatus entre un Indo-Pacifique qui en effet est très tourné vers les problématiques océaniques et maritimes, et de l'autre, un État, en l'occurrence l'Inde, qui, dans la réalité, est avant tout confronté à des menaces de sécurité immédiates sur ses frontières terrestres, et en l'occurrence même himalayennes. L'Inde est confrontée au Pakistan, au Cachemire, et à une pression de plus en plus dure de la part de la Chine sur sa très longue frontière himalayenne. Et donc là, on voit que dans le cas indien, il y a un vrai tiraillement entre la volonté de se projeter, en effet, dans ce vaste Indo-Pacifique, et puis le besoin quand même de rester dans une posture suffisamment dissuasive sur ces frontières continentales. Mais c'est vrai que l'Inde est un peu le seul, finalement, à être dans ce tiraillement. L'Australie, le Japon, les États-Unis, eux, sont dans une vision beaucoup plus maritime des choses. La géographie, là, a son mot à dire. Vous l'avez évoqué précédemment quand vous avez parlé de l'affrontement qui se joue aujourd'hui dans la région entre, d'un côté, la Chine et de l'autre, les États-Unis, et vous montrez dans votre ouvrage justement que l'intérêt accru pour la région est aussi le résultat de ce conflit larvé, ou en tout cas des tensions qui peuvent exister entre ces deux puissances. Et dans votre ouvrage, vous employez dans un des chapitres le terme d'anxiété géopolitique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par cette expression ? Oui, alors c'est effectivement, c'est même le concept qui m'a permis de dérouler et d'organiser toute mon analyse pour essayer de mieux comprendre, et je dirais de comprendre un petit peu plus finement pourquoi la montée en puissance chinoise crée autant de préoccupations. Et je ne voulais pas faire une étude strictement d'ordre militaire où on compte un petit peu les chars, enfin plutôt en l'occurrence les frégates, les porte-avions, les sous-marins de part et d'autre. Bien sûr, c'est important, hein, mais je voulais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur et essayer de comprendre finalement s'il n'y avait pas des choses plus en termes de valeur, d'identité et de représentation qui étaient à l'œuvre. Et c'est là où le concept d'anxiété géopolitique est vraiment intéressant et utile. Alors, ce concept d'anxiété géopolitique, il a été en fait défini par un politiste chinois qui a longtemps travaillé en Australie, qui s'appelle Chang Chin-pan, et qui explique que l'anxiété géopolitique, c'est une anxiété qui est propre aux États et qui se manifeste de trois façons distinctes et complémentaires. La première manifestation de l'anxiété géopolitique, c'est le besoin qu'ont les États de protéger et de perpétuer ce qu'ils... alors, on va dire leurs identités, ou leur identité, mais surtout ce qu'ils conçoivent comme leur identité et leur valeur et leur place dans le monde. Ça, c'est le premier point, il est essentiel. Le deuxième aspect de l'anxiété géopolitique, c'est les efforts que fournissent les États pour façonner un environnement extérieur
familier, parce que les États redoutent l'incertitude liée au monde extérieur, l'incertitude génère de l'anxiété, donc ils font cet effort pour façonner un environnement qui soit aussi prévisible que possible et donc rassurant. Et la troisième manifestation de l'anxiété géopolitique, donc théoriquement, telle qu'énoncée par Cheng-Ching Pan, c'est que les États recourent à tout un tas de pratiques concrètement pour contrôler ou sécuriser l'espace ou des espaces. Alors ça peut être des espaces intérieurs, sur le territoire intérieur, contrôle, surveillance, voire répression dans certains cas, maillage territorial, mais ça peut être aussi sur le plan extérieur. Dans les cas les plus extrêmes, guerre, annexion, mais aussi partenariat stratégique, alliance, patrouilles renforcées sur le plan naval, etc., ou aérien. Voilà, c'est des pratiques de sécurisation d'espace qui sont des manifestations, elles aussi, de l'anxiété géopolitique. Et donc, ce que je montre en effet dans mon ouvrage, c'est que ce concept d'anxiété géopolitique, dans toutes ses déclinaisons, s'applique en effet et permet de comprendre les préoccupations profondes que la montée en puissance chinoise suscite dans des États en particulier, à savoir les États-Unis au premier chef, mais aussi le Japon, l'Australie et dans une grande mesure l'Inde. Je limite, entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup, mon analyse à ces 4 États. Et ce que j'essaie de montrer finalement, c'est que oui, la montée en puissance chinoise bouscule en profondeur les représentations fondatrices de ces États, notamment pour les États-Unis, c'est très fort. C'est-à-dire les représentations que ces États ont de leur identité et de leur place dans le monde. Ça, c'est le premier point. La montée en puissance chinoise, le comportement chinois, qui est aussi très ambigu, bien sûr, et assertif, introduit énormément d'incertitudes. Donc, rend l'environnement régional beaucoup plus imprévisible. Et notamment parce que la Chine tend à remettre en cause l'ordre régional construit et conduit par les États-Unis. Et ça, c'est vécu comme quelque chose de très troublant et inquiétant par des États comme le Japon ou l'Australie. Et troisième élément, ces États, finalement, en réaction, dans une logique d'anxiété géopolitique, inventent un nouvel espace, l'Indo-Pacifique, et développent des pratiques de sécurité pour sécuriser, pour donner chair, donner corps à ce nouvel espace. Typiquement, des manœuvres conjointes de plus en plus fréquentes, mais aussi le Quad, cette espèce de forum de coordination très informel entre États-Unis, Australie, Japon et Inde, et surtout l'AUKUS, le partenariat de sécurité renforcé, qui implique là le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis. Alors, j'ai bien conscience que ma prochaine question est très générale. Vous avez déjà commencé à dessiner des pistes de réflexion ou des pistes d'analyse, mais en résumé, quels pourraient être les grands enjeux géopolitiques qui se jouent aujourd'hui dans la région? Et j'ajouterai une question subsidiaire, mais là encore vous avez commencé à y répondre. Quels sont les acteurs, à la fois étatiques, mais peut-être d'autres types d'acteurs, qui sont impliqués dans ces enjeux géopolitiques? Alors, si on simplifie à l'extrême, parce que votre question est très vaste, et on pourrait faire entrer tout un tas d'éléments de réponse, donc j'insiste vraiment sur si on simplifie à l'extrême, le grand enjeu en Indo-Pacifique, c'est quand même un enjeu de géopolitique classique, qui est cette confrontation de plus en plus manifeste entre les États-Unis et la Chine. Sachant que si on s'en tient à cette seule dynamique de confrontation sino-américaine, elle revêt un ensemble déjà très très vaste de dimensions et de domaines. Elle est
évidente, elle est déjà assez brutale dans le domaine commercial et technologique, on le voit chaque jour. Elle implique les visions économiques pour la région, avec d'un côté la Chine qui promeut le projet de RCEP, qui est, si on traduit en français, le partenariat économique régional global. Et puis de l'autre côté, les États-Unis qui, sous l'administration Biden, essaient de mettre en œuvre ce qu'ils appellent l'IPEF, le cadre économique de l'Indo-Pacifique pour la prospérité. Bon, tout ça est encore embryonnaire, en tout cas pour le projet américain, mais on voit bien là qu'il y a une façon, via les grands projets d'organisation économique de la région, il y a déjà une confrontation aussi. Les États-Unis n'étant pas partie du RCEP, de même que la Chine n'étant pas partie de l'IPEF. Donc il y a vraiment une concurrence de projets. Il y a bien évidemment une concurrence d'ordre politico-militaire qui est très claire. Et on voit vraiment que les États-Unis essaient de déployer une stratégie générale consistant à la fois à renforcer leurs alliances et à les élargir à des partenariats stratégiques comme avec l'Inde. C'est une stratégie en réseau face à la Chine. Et puis, c'est peut-être moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que finalement on est de retour dans des vision très idéologique du monde, et je crois que vraiment cette dynamique de bipolarisation qui est à l'œuvre, c'est aussi une rivalité idéologique. En tout cas, telle qu'énoncée, telle que comprise par les décideurs américains, c'est vraiment une lutte contre l'autocratie, les modèles autocratiques, pardonnez-moi, que doivent livrer les démocraties. Et c'est étonnant de voir ce retour très fort de l'idéologie de nos jours. Vous parlez de la rivalité sino-américaine, mais vous avez aussi parlé de l'importance de pays comme l'Indonésie, l'Australie, l'Inde, le Japon, etc. Dans le cadre de cette région Indo-Pacifique, quel est leur positionnement ? Est-ce que c'est un positionnement avec l'une des deux puissances, Chine d'un côté ou États-Unis de l'autre, ou est-ce qu'au contraire, on est, alors pour prendre peut-être un parallèle un petit peu difficile, leur idée de tracer une sorte de troisième voie d'indépendance vis-à-vis des deux principales puissances de la région ? Ça dépend des acteurs. Alors, disons que si on veut commencer peut-être de la façon la plus consensuelle possible, ou trouver une sorte de dénominateur commun au positionnement de la plupart des grandes puissances régionales, il y a cette idée finalement d'insister sur la défense des principes de respect du droit international, de liberté de navigation, de survol, de rejet, de recours à l'usage de la force ou de la coercition. Et plus généralement, il y a cette thématique très prégnante, ce discours très prégnant sur l'idée d'ordre fondé sur des règles. Bon, tout ça, c'est quand même, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une façon toujours de dire en creux ou de façon indirecte à la Chine qu'on ne fait pas ce qu'on veut, qu'on doit quand même si on est une puissance qui a beaucoup de capacités, y compris militaires, et de plus en plus du reste, il y a des règles internationales et on ne peut pas faire ce qu'on veut de façon unilatérale comme tend à le faire la Chine en mer de Chine du Sud. Donc ça, c'est quand même un discours qu'on retrouve chez beaucoup d'acteurs. Après, bien sûr, si on prend ne serait-ce que les États que vous avez cités, tous n'ont pas le même positionnement parce que tout simplement tous n'ont pas le même rapport aux États-Unis. Il y a quand même deux États qui se distinguent clairement à mon sens, c'est le Japon et l'Australie qui sont les plus proches alliés des États-Unis dans la région et qui eux sont vraiment très très attaché à l'engagement américain dans cet espace Indo-Pacifique et surtout dans le Pacifique occidental
quand même. Donc pour eux, leur anxiété géopolitique, si vous voulez, c'est quand même, elle tourne beaucoup autour de la durabilité, la fiabilité de l'engagement américain et de l'appui américain pour les aider à contenir l'influence assez déstabilisatrice de la Chine dans leur environnement régional. Et donc ces deux États vont être vraiment très très en pointe sur l'idée de préserver l'ordre libéral international conduit par les États-Unis. Et ils ont très peur d'une subversion de cet ordre par la Chine. Un État comme l'Inde est aussi dans la même, je dirais, la même démarche, mais avec des nuances, parce que tout simplement, il n'est pas allié des États-Unis, sa trajectoire historique, c'est quand même celle du non-alignement. Donc, on est quand même dans un positionnement qui va impliquer beaucoup de nuances, même si là aussi l'engagement américain là, est important, même pour les Indiens, c'est-à-dire que les Indiens savent qu'ils ne sont pas assez forts pour faire face à la Chine dans l'océan Indien, qu'ils ont besoin de l'appui américain parce que la Chine avance tellement vite sur tellement de plans qu'ils ont besoin d'appui. Néanmoins, les Indiens restent très attachés à leur tradition stratégique d'autonomie ou d'anciennement non-alignement. Et donc, leur souci, c'est aussi de ne pas se rendre entièrement dépendant des États-Unis et de garder une marge. Si on regarde les États membres de l'ASEAN, dont l'Indonésie, là, le souci... Alors, pareillement, il y a quand même cette idée que la présence américaine permet d'équilibrer ce qui est de plus en plus une prédominance chinoise en Asie du Sud-Est, donc elle est nécessaire. Mais là, il y a d'autres préoccupations aussi. Pour l'ASEAN, l'inquiétude, ça serait de perdre le rôle qu'elle s'est attribué historiquement d'être le chef d'orchestre de tous les mécanismes de dialogue et de coopération à l'échelle presque de l'Indo-Pacifique. Et l'ASEAN a très peur de se voir marginalisée par des mécanismes alternatifs type Quad, typiquement. Donc Quad, je rappelle, le forum entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Voilà, et donc les États de l'ASEAN ont cette crainte-là. Et puis surtout, ce qu'ils craignent le plus, c'est de devenir prisonniers d'une bipolarisation sino-américaine et d'avoir à faire le choix. Les États de l'ASEAN le craignent beaucoup. Je dirais même que, dans une certaine mesure, ni le Japon, ni l'Australie, ni l'Inde ne souhaitent une bipolarisation très très forte, parce que tout le monde essaie quand même de jouer encore sur plein de tableaux différents. Mais voilà, pour chacune de ces puissances, il y a des nuances dans les positions. Dans la fin de votre ouvrage, vous sortez un petit peu des puissances régionales et vous interrogez le rôle de la France. Est-ce que la France a encore un avenir géostratégique, géopolitique dans la région ? Donc ma question, la France a-t-elle encore son mot à dire ? C'est peut-être l'aspect le plus polémique de l'ouvrage, parce que j'ai eu l'impression... alors j'ai dit ce que je pensais, mais peut-être n'est-ce pas complètement ce qui est dit ou projeté au niveau officiel. Disons que si on écoute le discours officiel, notamment de la présidence, oui, absolument, la France a plus que jamais un avenir dans l'Indo-Pacifique. C'est vrai que la France a été le premier État européen à s'emparer, à s'approprier l'Indo-Pacifique dès 2017, donc relativement tôt. Et puis alors surtout, la France, dès lors qu'il s'agit d'Indo-Pacifique, a le réflexe immédiat de dire de toute façon nous sommes une puissance résidente de l'Indo-Pacifique, ce qui se justifie, il est vrai, par les territoires ultramarins, aussi bien en océan Indien qu'en océan Pacifique. Et donc c'est vrai que là, la France a quand même une place et un rôle particulier en raison de ces territoires ultramarins,
Et le rôle primordial, c'est quand même d'assurer la souveraineté, la sécurité des citoyens et des territoires français dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Après, si on va au-delà de cette stricte question des territoires ultramarins, les Français reprennent le discours que l'on entend beaucoup dans la région, donc l'attachement au principe d'un ordre basé sur des règles, de transparence dans les projets de connectivité, de liberté de navigation, de survol, de respect de la souveraineté, de rejet de la coercition. Donc tous ces codes, en quelque sorte, qui sont aussi des signaux envoyés à la Chine pour dire qu'elle ne se comporte pas toujours de façon jugée correcte. Et d'ailleurs, la France a sorti son discours, là encore, de pratique de sécurité, elle aussi, puisqu'elle envoie depuis 2014, chaque année, ses navires de guerre patrouiller en mer de Chine du Sud et de l'Est pour marquer son attachement à la liberté de navigation. Donc on a tout à fait là un aspect de l'anxiété géopolitique, sécurisation, même si de façon assez réduite. La géographie impose ses distances. Mais quand même, on retrouve bien cette idée de sécurisation à sa façon de certains espaces jugés essentiels. Alors, l'originalité du discours français, néanmoins, c'est vraiment d'encourager, de promouvoir une troisième voie. Alors, troisième voie, bien sûr, pour s'émanciper de cette bipolarisation sino-américaine qui inquiète tout le monde, y compris, comme je l'ai dit, les parties prenantes sur place, dans la région de l'Indo-Pacifique. Cette troisième voie, la française, elle passe en bonne partie par des choses qui étaient déjà mises en place de longue date, c'est-à-dire des partenariats stratégiques très étroits avec un certain nombre de puissances moyennes de l'Indo-Pacifique. Alors, une en particulier avec qui la France a noué des liens extrêmement étroits, c'est l'Inde. Pendant un temps, ça a été l'Australie. On sait ce qu'il est advenu avec AUKUS. Bon, les choses quand même reprennent. Et on peut à nouveau parler d'un partenariat franco-australien qui doit se réinventer, mais qui est quand même à nouveau sur les rails, avec le Japon, avec l'Indonésie. Et puis, ce sont des partenariats, disons-le aussi, qui ont des enjeux d'industrie de défense très importants. La France est quand même aussi une grande puissance de l'industrie de défense, et cette industrie de défense française peut aussi beaucoup guider certains choix de politique extérieure. Ce ne sont pas les seuls enjeux, il ne faut pas réduire la politique française dans l'Indo-Pacifique à cela, néanmoins il ne faut pas les taire non plus. Même si la France, par exemple, se positionne sur d'autres enjeux essentiels, et c'est vraiment bienvenu, les Français sont aussi très actifs, par exemple, sur les enjeux de biodiversité, de protection de l'environnement maritime, et on ne peut que s'en féliciter. Et enfin, et surtout, je dirais, la France, par son engagement précoce et actif dans l'Indo-Pacifique, a aussi joué son rôle favori de moteur de la politique extérieure de l'Union européenne, et a donc fortement encouragé l'Union européenne à son tour à se tourner vers cet espace très lointain qui était pour de nombreux Européens l'Indo-Pacifique. Elle y est parvenue dans le sens où les Européens se sont mis à leur table de travail et ont présenté en septembre 2021 leur stratégie pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, qui met beaucoup l'accent sur la connectivité, mais pas seulement. La France a obtenu aussi que, par exemple, les Allemands envoient une frégate, le Bayern, naviguer dans le détroit de Taïwan, entre autres choses, qui était quand même tout à fait une première. Donc, la France a vraiment été le fer de lance
d'un regard, d'une réorientation de l'Union européenne vers cet espace incontournable qui est l'Indo-Pacifique. Alors la question qui reste entièrement ouverte, c'est qu'avec le retour de la guerre sur le sol européen, l'invasion russe de l'Ukraine, que reste-t-il de l'engagement européen dans l'Indo-Pacifique? Je pense qu'il ne faut pas en conclure trop rapidement qu'il n'en reste rien ou que c'est une affaire oubliée. Non, pas du tout. Mais les priorités sont sans nul doute réagencées pour l'instant. Isabelle Saint-Mézard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Indo-Pacifique dans la nouvelle collection des PUF, Géopolitique. Encore merci. C'est moi qui vous remercie.